Bonjour, merci d'être si nombreux à cette première conférence thématique de la première journée de Documation. Donc bienvenue à Documation, puisqu'en fait c'est le premier événement du salon qui va durer ces 2 jours. Donc je vous remercie d'être venus si nombreux sur cette conférence thématique autour de gérer un projet de dématérialisation dans le domaine de la santé. Je remercie également nos 3 intervenants qui vont se succéder sur la présentation de leur retour d'expérience. Donc, dans l'ordre où ils prendront la parole, M. Jérôme Lefebvre, de la société Omniclé, qui va vous faire une présentation de retour d'expérience sur un projet lié à la dématérialisation, plutôt du côté des processus administratifs, dont le processus achat, qui, on le sait, est une des sources de dépenses les plus importantes dans l'univers de la santé. Donc, il apportera son expérience du groupe Omniclé sur la conduite de ce type de projet, puisqu'il a d'autant plus une double compétence, et technologique et marketing, donc à la fois le regard informatique, mais aussi le regard de l'utilisateur pour conduire le changement lorsque l'on met en place ce type de projet. Et puis nous accueillerons ensuite monsieur Alain Lecor de MC et monsieur Frédéric Lefebvre du CHU de Nancy, qui apporteront, eux, leur regard sur un projet dans le secteur médical lié à la traçabilité, au suivi des actes de soins au niveau patient et plus orienté sur la radiologie. Et donc, ils vous apporteront là aussi leur regard croisé sur un projet à fort enjeu, on l'imagine bien, dans un secteur aussi sensible que celui-là, et qui, effectivement, donne lieu à des problématiques de traçabilité, de mobilité et de suivi. Quelques éléments juste introductifs avant que je puisse leur laisser la parole. Dans le cadre de nos études côté CERDA, puisque moi je suis Caroline Buscal du groupe CERDA, nous avions mené en 2013 une étude sur la dématérialisation des processus et nous avions analysé par secteur d'activité quels étaient les segments les plus actifs conduisant des projets de dématérialisation. Et on peut voir qu'au niveau de la santé, qui se répartit aussi bien côté administration, collectivité, qu'au niveau industrie, on voit qu'il y a dans ces structures-là beaucoup de projets de dématérialisation qui sont menés avec des enjeux de recherche d'efficacité, de facilité dans la réalisation des tâches, de traçabilité, de sécurité. Donc on est effectivement complètement aligné sur cette problématique qui va vous être présentée ce matin et qui remonte fortement dans le domaine de la santé. Donc la première expérience sur laquelle on va vous faire un retour, c'est celle d'un processus de fonctionnement très courant dans l'univers de la santé, qui est celui du fonctionnement des achats, mais dont, je le disais tout à l'heure, est un fonctionnement qui souvent est problématique dans l'ensemble des tâches qui sont à accomplir et la production documentaire. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Alors, on va essayer de rentrer un peu dans le vif du sujet. Pour placer l'achat public, vous savez aujourd'hui que toute structure publique, pour faire un achat, doit passer par une mécanique, aujourd'hui qui est statuée par le Code des marchés publics, donc la dématérialisation, puisque depuis 2005, les collectivités doivent publier, donc les hôpitaux doivent publier de façon électronique leurs appels d'offres pour permettre aux entreprises d'y répondre. Donc l'enjeu, il couvre ce qu'on appelle la fonction achat. Alors tout ça s'inclut dans un processus qui a déjà démarré depuis 2005 avec l'obligation pour les hôpitaux de permettre aux entreprises de répondre de façon électronique, donc de pouvoir publier de façon électronique. Or, cette fonction achat, c'est le deuxième poste de dépense dans un hôpital. Je pense que ce n'est pas une découverte, puisque, encore une fois, tout ce qui est médicaments, frais de fonctionnement, bâtiments et autres, tout doit passer par une mécanique d'achat et qui est aujourd'hui dématérialisée. Aujourd'hui, on compte 2700 établissements de santé. Alors, quand on dit 2700, on va séparer donc les CHU, dont on a un éminent représentant ici, dont on a aussi les hôpitaux, et puis tout ce qui est maisons de retraite, etc., qui peuvent être affiliés à des villes dans leur processus d'achat ou à des hôpitaux un petit peu plus gros. Ce qu'on appelle la notion de groupement. Ce qui veut dire que pour un fournisseur, vous n'allez pas avoir 2700 clients, mais vous allez potentiellement en avoir moins puisque les gens se regroupent pour des processus d'achat. Donc ça, c'est déjà la première mécanique. De deux, donc 60% des achats
sont assurés par des laboratoires pharmaceutiques, puisque une des consommations principales de l'hôpital sont les médicaments ou ce qu'on appelle le dispositif médical, qui sont les deux grandes familles d'achats dans le domaine hospitalier. Alors, le schéma est un peu complexe, mais comme, quand on parlait d'un projet de dématérialisation, là on a un exemple qui couvre toute la politique achat. Pourquoi on essaie de vous montrer un petit peu ce schéma-là? C'est pour bien comprendre que toutes les étapes s'enchaînent les unes après les autres jusqu'au processus de livraison, de commande, etc. Et aujourd'hui, alors, toute la chaîne n'est pas 100% dématérialisée. Le retour d'expérience que l'on a, puisqu'on est une des plateformes principales en France, puisqu'on gère plus de 600 établissements, et ça je vous le montrerai après, autour d'une seule plateforme qui s'appelle Achat Hôpital, ce qui permet pour les fournisseurs d'avoir un point où récupérer ce qu'on appelle le DCE, le dossier de consultation, et pour les fournisseurs de pouvoir déposer leur réponse à un point unique. Mais pour bien comprendre le processus, parce que quand on est fournisseur, on se dit toujours, qu'est-ce que c'est ultra compliqué, c'est trop difficile à gérer, je ne sais pas, on me demande des documents que je ne comprends pas, est-ce qu'il faut que je signe, que je ne signe pas, je suis en électronique. Bon, on va essayer de mettre en perspective justement toute cette chaîne. Quand je suis à l'hôpital, avant de faire un achat, on doit gérer une délibération. Qu'est-ce qu'on va acheter ? Après, on va rédiger un dossier de consultation. Ça, aujourd'hui, c'est des schémas qu'on peut avoir de façon électronique. Après, je vais donc publier mon DCE. Je vais déposer sur une plateforme mon dossier de consultation qui est accessible gratuitement par les entreprises. Égalité de traitement, etc., etc. On a l'avantage dans le domaine de la santé, pour faire court, d'avoir deux plateformes. Une plateforme, et à deux, on doit regrouper à peu près 80% des achats du domaine de la santé, qui sont Achat Hôpital de notre côté, Achat Hôpitaux, qui est opéré par un de nos concurrents, qui s'appelle Achat Public. Mais à deux plateformes, vous retrouvez quasiment 80% des appels d'offres du domaine médical. Donc là, l'entreprise va pouvoir récupérer le dossier de consultation, va pouvoir s'inscrire en disant « je vais candidater », va pouvoir déposer sa réponse, donc fabriquer sa réponse de façon électronique, va pouvoir signer ses documents de façon électronique. Le seul impératif de la chaîne jusque-là, c'est que l'entreprise, le fournisseur, doit disposer d'un certificat électronique. C'est tout. Certificat électronique, je vous rappelle, ça vaut à peu près 200 € pour 3 ans. C'est tout. Une fois que cette réponse a été fabriquée, on peut la déposer donc sur la plateforme. Là, l'hôpital va pouvoir ouvrir les offres des entreprises. Bien évidemment, ces offres sont mises, ce qu'on appelle dans un séquestre, qui est chiffré et qui ne sera accessible pour l'hôpital qu'une fois que la date limite de réponse sera dépassée. À partir de ce moment-là, elle va pouvoir faire sa commission, ouvrir les plis. Donc là, il y a un élément important, c'est comme on ne travaille plus en papier mais en électronique, il va falloir se poser quelques petites questions en tant que fournisseur pour dire, tiens, mon bordereau des prix unitaires, donc mes prix produits, je vais essayer de le nommer correctement parce que c'est plus facile côté de l'hôpital pour ouvrir le document, pour repérer tout de suite où est le prix, pour récupérer les documents d'engagement, l'acte d'engagement, les documents nécessaires minimum. Et pour ça, alors ça je fais un tout petit aparté, le CIP, qui est un organisme qui régit notamment tout ce qui est médicaments, a publié une réglementation, une nomenclature pour faciliter les hôpitaux quand ils ont plusieurs réponses d'entreprise. Et quand on parle d'achat de médicaments, on peut aller sur un appel d'offres entre 1000 et 1500 lots. Donc un lot, il faut considérer que potentiellement, ça peut être une réponse d'une entreprise. Quand on a 1500 lots à ouvrir sur potentiellement 30 ou 40 fournisseurs, ça peut vite devenir assez complexe quand on est en commission, justement, d'ouverture. Donc plus le nommage des fichiers va être facile à exploiter, plus on peut extraire, par exemple, tous les BPU,
contrôler rapidement qu'on a bien les actes d'engagement de tout le monde et que administrativement le dossier est bon. Après, on s'attache à l'analyse de l'offre. Et on va pouvoir notifier. À partir de là, alors, la télétransmission des actes, ça c'est l'envoi en préfecture pour ce qu'on appelle le contrôle de légalité. Ce n'est pas valable, enfin ce n'est plus valable dans les hôpitaux, ça reste valable dans les collectivités. Donc les hôpitaux peuvent se dégager de cette partie-là. En revanche, et ça c'est le gros enjeu en ce moment, c'est ce qu'on appelle la télétransmission au comptable public. Alors vous pouvez avoir entendu ça sous le nom Helios ou sous le nom PESV2, PESV2. C'est le gros enjeu cette année puisque l'intégration justement des flux financiers électroniques, donc la transmission entre l'hôpital et son comptable, c'est quelque chose qui doit devenir systématique pour l'an prochain, au mois de mars. Donc ça, on est vraiment sur un enjeu important puisque si je n'ai pas télétransmis, je ne pourrai pas après rentrer en phase d'exécution. Alors il y a après des périodes transitoires avec du papier, mais l'objectif c'est on va tout envoyer en électronique. Ce qui permettra de réduire notamment, enfin c'est l'objectif de l'État, les délais de paiement. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut automatiser. Et on a aujourd'hui des expérimentations, je pense aux HCL par exemple, qui a été très très en amont et qui est assez loin aujourd'hui dans les flux, dans les échanges de flux dématérialisés, y compris avec son comptable. Et vraiment aujourd'hui, le délai de traitement est très très rapide parce qu'après, quand on est en phase d'exécution, le principe c'est que l'hôpital va pouvoir commander régulièrement. Par exemple pour les médicaments, on essaye de ne pas les stocker, donc on va faire des commandes régulières. Ces commandes aujourd'hui peuvent déjà être traitées de façon électronique. Si commande électronique il y a, on peut passer à de la facturation électronique qui se retrouvera chez le comptable public en phase dématérialisée. Et évidemment, on conserve tout ça dans de l'archivage à valeur probant, côté de l'hôpital et côté du fournisseur. Donc, la chaîne aujourd'hui, elle est vraiment en train de se construire. Les phases amont, publication, téléchargement, réponse, aujourd'hui sont relativement déployées. On a plus de 95% de téléchargement de DCE électronique. Et aujourd'hui, sur les réponses dans le domaine hospitalier, qui est très en avance, qui est le plus en avance au niveau national par rapport aux collectivités, on arrive à 35-40%, voire plus dans certains marchés, de réponses électroniques. Après, cette partie télétransmission, c'est quelque chose qui se mène en ce moment, avec l'appui des éditeurs. On est aussi éditeur d'outils qui permettent de télétransmettre. Là, il faut une homologation d'État pour avoir un applicatif qui permet de télétransmettre. Donc ça, on s'attend à voir quelque chose qui va relativement se répandre avant l'an prochain. Et puis, commande et facture, c'est quelque chose là aussi qui est assez en avance maintenant dans le monde de la santé et qui se concentre autour de quelques fournisseurs d'applicatifs qui permettent de complètement dématérialiser la chaîne commande et facture au travers des catalogues de produits, etc. Donc, on a quelques points encore à régler. Les points principaux se situent plutôt sur la partie financière. Maintenant, pour bien mener ces étapes-là, parce que ça fait intervenir plusieurs services, il y a un élément clé à bien comprendre, c'est que ce ne sont pas des problématiques techniques, parce que tout le monde sait le gérer aujourd'hui, c'est vraiment la conduite du changement. Et il faut accompagner les équipes qui sont sur le terrain pour les passer en clair à l'électronique, pour essayer de se désengager de l'habitude que l'on a aujourd'hui de lire du papier, donc d'imprimer, et de pouvoir avoir des outils qui vont faire par exemple des analyses d'offres directement à l'écran, lire uniquement les éléments dont on a besoin, faire les contrôles administratifs de vérification d'une signature. Mais en clair, toute cette chaîne-là, on sait le faire aujourd'hui. Maintenant, il faut accompagner les équipes vraiment pour passer à l'électronique et vraiment ne plus imprimer. Dans la vraie vie, moi, il m'arrive assez souvent d'être donc chez des clients qui impriment les dossiers, et je ne jette pas la pierre du côté hôpital ou du côté fournisseur, les deux sont pareils. Hein. Si j'ai téléchargé un DCE électronique, je vais surtout commencer par l'imprimer pour lire en clair les 3 pages qui m'intéressent. Ça n'a pas de sens.
On peut le faire en électronique et en plus on peut chercher des mots-clés. C'est très facile sur un document électronique, ce qui est plus compliqué sur du papier. Donc encore une fois, vraiment, ce genre de choses, c'est quelque chose qui se gère par de la conduite de changement. Il y a un deuxième point important. Quand on veut faire, et là c'est plutôt côté de l'hôpital, quand on veut faire de la télétransmission, qui sont les gros projets qui se mènent en ce moment, il y a un sujet, c'est qu'il va falloir commencer à traiter le document entrant. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des factures que l'on doit envoyer au comptable, ben, elle arrive en papier. Et là, il y a tout un processus de réflexion qui est combien j'ai de points de réception de mes factures pour pouvoir les numériser et les faire rentrer dans un workflow qui va me permettre d'arriver vers la télétransmission. Et ça, aujourd'hui, il y a des gens qui font de la JET dans la salle qui savent très bien le faire, il y a des gens qui font de la numérisation qui savent très bien le faire. On a aujourd'hui des outils techniques qui permettent de reconnaître des caractères de façon extrêmement performants et qui permettent de télétransmettre facilement des documents. 3 minutes et je boucle. Quelques petits éléments. Donc aujourd'hui, plus de 660 acheteurs sur notre plateforme, comme je l'ai dit. 50% de membres publiant au moins une fois par an. Donc on voit que maintenant, on est vraiment sur une mécanique classique de déploiement. Il n'y a pas de questions côté publication. Il n'y a pas tellement de questions côté réponse. Vraiment, le point principal, c'est le traitement des commandes et la télétransmission. Et le dernier point, entre 2009 par exemple et 2013, on voit que les abonnements des entreprises pour être intéressées par des mots-clés à des types de marchés qui les concernent, elle a été multipliée par 4. On voit que les questions posées par des entreprises dans les plateformes pour échanger avec l'hôpital, là on a fait x9. Donc on est vraiment sur une mécanique où aujourd'hui il est assez facile, c'est intégré dans le monde des entreprises. Alors on a encore du chemin à faire, mais on est vraiment sur une politique industrielle. Il n'y a pas encore une fois de barrière technique. La seule chose est de doter pour le fournisseur d'une signature électronique. C'est tout. Je pense qu'on traitera les questions-réponses à la fin si vous en avez. Vous avez également à disposition un petit leaflet qu'on vous a préparé, dans lequel vous retrouverez ces informations-là si vous le souhaitez. Bonjour à tous. Donc, je serai relativement rapide de façon à ne pas prendre trop de temps et laisser un maximum de temps à Monsieur Lefebvre, parce que je pense que vous êtes tous intéressés par un véritable retour d'expérience client plutôt qu'une présentation marketing. Donc l'objectif pour moi, c'est simplement de représenter, vous pardonnerez l'anglicisme dans ce slide, de représenter la stratégie globale de EMC dans le monde de la santé. Notre objectif étant de fournir en fait un système de solutions, d'intégration, de la gestion en fait de l'ensemble des informations relatives aux patients. Donc on parle en fait de gestion intégrée du système de santé, parce que l'on va intégrer non seulement l'ensemble des données d'imagerie, des données médicales, des données administratives, des données du monde de la pharmacie, on va permettre en fait d'intégrer les différents éléments qui sont impliqués dans le monde de la santé dans le sens large du terme. Cela va depuis bien sûr des directives européennes, nationales, jusqu'à l'exécution au niveau du milieu hospitalier. L'objectif de ceci étant très simplement de favoriser les échanges entre ces différents acteurs importants pour mieux partager l'information, réduire les coûts, disposer d'une information en ligne immédiatement, qu'elle soit médicale d'ailleurs ou administrative, et permettre une meilleure exploitation de cette information. L'objectif étant de disposer en temps réel de toutes les informations relatives à un patient, donc ça va au-delà simplement du dossier médical partagé, puisqu'on va inclure tous les éléments complémentaires. L'objectif étant de pouvoir exploiter cette information, et si l'on associe ceci aux technologies de Big Data, on va pouvoir rentrer dans un monde de santé préventif, où à partir des données déjà existantes, on va pouvoir déjà, et certains hôpitaux le mettent en œuvre, prévoir des traitements adaptés par rapport aux données numériques qui existent déjà.
L'intérêt, c'est vraiment d'aider le monde de la santé, dans le sens large du terme, à se transformer. On accompagne déjà au niveau mondial plus de 1600 clients. Et sans rentrer dans les détails de nos solutions, parce que le temps ne nous le permet pas, voici le dernier slide de ma présentation qui sert d'introduction à la présentation de Monsieur Lefebvre. Vous retrouvez en fait sur ce slide une architecture globale telle que nous les mettons en œuvre dans le monde de la santé, sachant qu'un des points de départ fondamentaux consiste en la mise en place, et je trouve la souris qui ne vient pas, consiste en fait dans la mise en place d'un système de gestion centralisée de l'ensemble des informations médicales et imagerie. Donc nos technologies permettent d'aller bien au-delà, mais le point de départ fondamental pour la mise en place en fait, de toutes ces technologies de gestion intégrée des informations patients consiste à la mise en place de cette archive. Et je vais laisser Monsieur Lefebvre probablement rentrer bien plus dans les détails. Voilà, merci. Merci pour cette présentation. Donc on va attaquer. Donc je suis le docteur Lefebvre, je suis radiologue et pas IT. Je vous présente un petit peu l'expérience du CHU sur... Enfin, on est 2 établissements de soins déjà, donc on n'est déjà pas une seule structure, mais 2 structures. Donc le centre de cancer de Nancy qui s'appelle l'ICL et le CHU de Nancy. Donc c'est un projet déjà commun. C'est assez important puisque ce n'est pas simplement un seul outil. Alors je vous ai rapproché rapidement quelques éléments clés de ce que c'est qu'un CHU et ce que c'est qu'un institut centré sur le cancer en Lorraine. Je pense qu'en France, on est tous organisés de la même façon. Chaque structure CHU est à peu près la même chose, à part pour les très grosses villes, entre autres la PHP qui est très différente, mais globalement en région, on est toujours un petit peu structuré comme ça. Donc c'était des gros établissements, puisque vous avez, il y a à peu près 10 000 personnes au CHU de Nancy et presque 700, un peu plus de 700 à l'ICL. Alors l'imagerie médicale, parce que je suis radiologue et c'est mon domaine, on est en confrontation permanente avec les données numériques. Ce n'est pas nouveau, c'est une démarche qui a été entamée il y a plus de 20 ans. Donc on est à l'hôpital probablement les gens qui ont utilisé l'informatique comme un outil dès le départ. Donc on en subit finalement les conséquences plus rapidement que les autres et donc on est plutôt des adaptateurs précoces des outils. Donc je vous ai mis un petit rappel, le dossier patient électronique en imagerie, il a été installé en 1999 au CHU de Nancy. Donc c'est quelque chose qui permet de gérer le patient en tant que tel de façon électronique. Donc que ce soit son rendez-vous, le compte-rendu, la cotation, la facturation, c'est déjà géré depuis maintenant 15 ans de façon électronique. Bien en amont du dossier patient électronique qui lui est compliqué puisque ça touche l'ensemble de l'hôpital. Là, ça touche vraiment les services d'imagerie. Deuxième point, l'imagerie en tant que telle. L'imagerie a toujours beaucoup utilisé le numérique. Donc là aussi, depuis les années 50, l'informatique a permis le développement de l'imagerie médicale. Donc on est aussi des gros consommateurs et des gros producteurs de données. Donc je vous ai mis un petit peu le développement et l'explosion, par exemple, des techniques de scanner, de PET scan, d'IRM, c'est de l'informatique. C'est l'informatique qui a permis ces imageries, et pas l'inverse. Par exemple, on a vu disparaître le film radiologique comme vous l'avez connu, comme on le voit encore dans les séries américaines. On n'a plus de films radiologiques en France, c'est de moins en moins fréquent, sauf quelques niches. Donc globalement, on a vu progressivement le radiologue regarder des images sur un papier, sur un film, sur un support physique, alors regarder sur des consoles. Puis progressivement, ces consoles se sont organisées en regroupement, ce qu'on appelle un PACS, un Picture Archiving Communication System. C'est quelque chose qui a été mis en place dans les années 90, 2000, principalement Europe du Nord et États-Unis, et la France toujours un petit peu en retard. Donc le PACS, ça a été l'outil de travail depuis au CHU de Nancy, globalement depuis 10 ans. Donc ça, c'était déjà une première bascule importante, c'était la numérisation complète du circuit du patient, qu'il soit, on va dire, administrative ou qu'elle soit médicale en tant que telle, production de l'image. Par contre, il y a des éléments, communiquer avec nos correspondants, ça reste des choses difficiles. Alors, un peu dans l'enjeu, je vous ai mis donc 2 courbes, une qui représente le nombre d'examens produits, donc vous voyez qu'il y a une mise en route en 2003, une croissance rapide, une installation, puis globalement, ça c'est l'augmentation soit de la productivité des machines, soit d'une augmentation du nombre de machines connectées. Et globalement, les datas produits par les structures. Vous voyez que globalement, on était sur une phase, heureusement, on a eu un petit effet de rattrapage ici, qui fait que c'est à peu près 2012, c'est un petit peu l'effet d'une limitation technique, mais on était sur une base au début qui était quasiment exponentielle. Donc on a eu très peur qu'on ne sache pas
stocker les données tellement c'était important. Bon, malheureusement, on est sur une phase de croissance plus raisonnable. Mais ça ne va pas durer. Il y a des techniques qui arrivent pour les prochaines années qui vont remettre de nouveau les datas en explosion complète, probablement sur un mode exponentiel. Donc globalement, on produit à peu près 50 à 60 téraoctets de données sans compression. Ça, c'est uniquement pour l'imagerie médicale du CHU de Nancy et de l'ICL. Alors, que représentent ces examens? Alors, je vous ai mis ici la volumétrie en pourcentage des examens, du nombre d'examens produits. Vous voyez que ici, c'est la radio dite standard, la radio pulmonaire, la radio d'os. Ça représente un grand nombre d'images. Et le volume que ça représente en informatique, c'est-à-dire le volume en gigaoctets. Enfin, un peu, ça pourrait être en téra, ça fait moins de 10%. Donc il y a un très grand nombre d'objets produits qui représentent très très peu. Par contre, il y a un volume qui est énorme, qui est celui à 71%, qui est le scanner. Donc en fait, la problématique qu'on rencontre dans les hôpitaux actuellement, ce n'est pas la production de la radio standard, c'est globalement l'imagerie en coupe. C'est-à-dire ce qu'on appelle le scanner, l'IRM, le PET scan. Tous ces éléments-là sont pour nous le principal problème à gérer, c'est-à-dire on produit de plus en plus d'images pour mieux soigner les patients, mais aussi ça engendre derrière des complexités importantes de gérer rapidement avec nos contraintes. Donc ça, c'était les petits éléments. Alors un petit peu de passé maintenant. Donc effectivement, en 2001, donc, le CHU et l'ICL avaient décidé d'organiser un appel d'offres PACS. Donc on a installé un PACS il y a 10 ans. Donc ça veut dire qu'on a numérisé complètement tout le parcours de patients il y a 10 ans. On l'a intégré au système d'information radiologique. Donc on a l'intégration, ça veut dire qu'on a une propagation du lien entre les sous-systèmes qui ne sont pas les mêmes fournisseurs. Et on avait déjà à cette époque-là, donc je vous ai mis un cliché en bas de l'outil de travail du radiologue, le dossier patient électronique, les images en mode 2D, et puis les outils de reconstruction 3D pour travailler dans les images en volume. Donc là, c'était déjà une image de scanner. Donc ça, c'est typiquement le bureau qui a été mis en place dans les années 2003-2004 et qui est toujours en place et qui est toujours d'actualité actuellement. Les outils ont un peu changé, mais le poste de travail du radiologue n'a pas changé. Donc globalement, on l'a déployé au cours des 2-3 années plus tard. L'élément important, c'est qu'on on a généralisé l'ensemble de ce mode en service d'imagerie, y compris dans les services cliniques. C'est-à-dire que les cliniciens ne voyaient plus de films. Donc on est passé complètement d'un mode analogique à un mode totalement numérique. Donc là, il y a effectivement, comme l'a dit tout à l'heure mon homonyme, l'important, c'est l'aide au changement, parce qu'il y a une très grande résistance dans toutes les structures hospitalières au changement. Donc on est passé d'un support physique à un support numérique, c'est-à-dire passer par l'interface d'un PC pour pouvoir accéder à l'imagerie. Donc on a fait ça en 2003, 2006, et en 2006, on a supprimé totalement le film. L'importance de supprimer le film, c'est un coût économique. C'est-à-dire qu'on faisait des économies sur un support physique qui coûtait beaucoup d'argent. Alors, le PACS, depuis 10 ans, c'est globalement pour faire un rapprochement du PACS au sens physique du terme. Donc, on a passé par une phase d'un nouvel outil. Donc, facilement, la lune de miel, tout va bien. Les choses sont superbes. On a des projets, ça avance. Tout le monde était très derrière le projet. Tout le monde a vraiment joué le jeu. Donc, globalement, ça a été plutôt une réussite dans la première partie. La maturité, l'adaptation. On commence à rentrer dans les choses des changements de la vie pratique. Le respect du modèle économique, c'était extrêmement important. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'était engagé vis-à-vis de la direction générale à faire des économies et faire en sorte qu'un nouveau système qui coûtait beaucoup d'argent à l'époque puisse rentrer et être rentable. Il y a déjà à cette époque-là, on avait la notion de rentabilité. Les premières difficultés, c'est les premières disputes. Effectivement, on voyait que le système il avançait moins vite que nos problèmes de terrain. Et on a commencé à avoir des difficultés de performance, de volumétrie, de la gestion de la compression. Donc les évolutions, donc les acteurs ont commencé à, principalement d'imagerie, on commençait à trouver que le système était un petit peu trop rigide. Et puis en 2010, on en peut dire que c'était le divorce. On a décidé de ne plus faire évoluer le système et d'en changer et d'en trouver un autre. Et la difficulté, c'est soit on repartait sur le même système, soit on essayait de comprendre nos difficultés pendant les différentes années pour reprendre autre chose. Et là, tout simplement, on commence par faire le tour de ce qui se publie à l'échelle internationale. Et comme la France est un petit peu en retard, on a la chance d'avoir des grands aînés, soit dans le nord de l'Europe, soit aux États-Unis, qui nous montrent le chemin. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on s'est aperçu qu'on devait probablement séparer l'archive du système. En s'appuyant sur les standards de l'industrie, l'imagerie numérique est extrêmement standardisée. Il y a beaucoup de normes. Le DICOM, je pense que vous le connaissez, l'IHE. On utilise pour les échanges entre systèmes l'HL7. Donc c'est quand même un système relativement normé. Et d'aller vers quelque chose qui est l'archive médicale légale. Alors que là, actuellement, on faisait plutôt du stockage. Donc on a fait ce tour et on a commencé à faire effectivement
le constat que le A d'archive dans le PAX, c'était probablement quelque chose qui devait être lié à une archive, et que le C de communication, autant l'associer au système d'archivage. Donc globalement, le PAX, comme vous connaissez, ce qu'on voulait, nous, c'était supprimer le A et le C et faire en sorte que les cliniciens retrouvent finalement la main sur un outil IT et se tournent vers un pitcher system et plus un PAX. Donc c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Alors le calendrier, veille techno 2008-2009, c'était un petit peu les premières disputes. On a fait des contacts industriels auprès d'EMC et d'Hitachi pour effectivement voir un petit peu les compétences locales françaises. C'était assez faible. Et donc on a quand même pu mener un projet, alors un appel d'offres, alors en utilisant les outils du BOMP comme toujours, pour lancer un appel d'offres en dialogue, en appel d'offres ouvert. Et on a eu 4 dossiers de réponse. Donc la solution Bull EMC, APX de Jarnet, GE et ACFA. Donc on voyait, il y a des gens qui viennent soit du monde de l'IT au sens archive et des gens qui viennent plutôt du monde médical. Les deux ont été mélangés. Donc on a pu globalement choisir notre fournisseur en 2010. On a choisi la solution de Bull EMC. Surtout EMC avec la solution OSA, c'est comme ça qu'elle s'appelle chez nous, donc Open System Archive. Donc on a commencé à la mettre en place. Et elle est actuellement totalement installée. Alors les fonctionnalités d'OSA, c'est une archive neutre, donc elle est effectivement indépendante des outils, du système et surtout des éléments qu'on y met. Donc effectivement, c'est une forme de GED, on s'appuie sur Documentum et on permet de stocker des images d'ICOM et non d'ICOM. Notre objectif étant actuellement de stocker avant tout des images d'ICOM parce que c'était notre problème du moment. Demain, on pourra stocker autre chose puisqu'on a enfin une plateforme qui est neutre. Et le dernier point, c'était d'aller vers une archive à valeur probatoire. Ça, c'est pas encore complètement installé. Alors, exactement le même modèle que tout à l'heure, c'est reprendre le point centré sur le patient. Et surtout, on est venu du besoin des cliniciens d'avoir une capacité de pouvoir interroger l'archive sur des durées très longues. Là, puisqu'on a quasiment stocké des images pendant 10 ans, c'était pouvoir accéder à l'imagerie du patient il y a 10 ans. Et là, ça commence à devenir une valeur intéressante pour la prise en charge du patient. Donc on est parti du besoin des cliniciens pour adapter notre système. Et l'intérêt, c'est qu'on peut contacter en temps réel 10 ans d'archives permanents sur tout l'établissement, entre autres, et on partage les données sur les 2 établissements. L'intérêt aussi, c'était un visualisateur qui est full web, zéro footprint, qui permet de sortir enfin des difficultés du Java, des applications en client lourd. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez polyvalent, qui marche à domicile, qui marche dans toutes les situations. Et ça, c'est quelque chose qui est très très apprécié par les cliniciens de terrain. Alors je vous ai mis une copie d'écran de l'outil. C'est un outil très simple qui marche sur n'importe quel navigateur. On déplace avec des drag and drop, donc l'application, la prise en main est relativement simple et surtout on a une profondeur de stockage qui est monstrueux pour les cliniciens. Et ça, c'est pour moi quelque chose de vraiment très utile, j'utilise vraiment tous les jours. L'infrastructure, on s'appuie donc sur un connecteur qui permet le monde, entre le monde, on va dire IT et le monde médical d'ICOM. On a un connecteur qui s'appelle le Healthcare Connector, qui va donner en fait la patte d'ICOM à l'environnement EMC. Après, techniquement, on utilise bien sûr la virtualisation, des outils assez standards, mais de toute façon, c'est neutre de ce point de vue-là. Alors voilà un petit peu l'organisation. Donc on a les 2 PAX qui sont en cours de changement, et puis on a l'infrastructure EMC avec le connecteur Healthcare qui vient de la société G4Care. Donc là, le système d'information hospitalier qui informe l'ensemble, et on stocke les données ici, et on a basculé l'ensemble des stockages qui étaient sur les PAX locaux dans les baies EMC. Donc on a fait une bascule complète de l'ensemble des données dans le nouveau système. Voilà à quoi ça ressemble autrement. Vous voyez qu'il y a les données d'entrée, le système OSA, qui va effectivement connecter demain vers leur Centera pour éventuellement des choses qui permettront l'eurodation et donc l'archivage avec valeur probante. Donc c'est des choses qui vont se mettre en place. Et bien sûr, l'intérêt de cette plateforme-là, c'est qu'on est ouvert à n'importe quelle source de données médicales. Alors les points sensibles, c'est globalement, bien sûr, d'entrer des nouveaux flux dans l'outil vieillissant. Donc ça a été pas simple. Et la reprise des données était quelque chose d'assez compliqué, puisqu'il fallait reprendre l'ensemble de 10 ans d'archives. Alors ça représentait 2,9 millions d'examens. Alors c'est pas encore ça qui est le plus compliqué, c'est que ça représentait 770 millions d'objets. Et là, ça a été complexe. Et finalement, un des points forts de la solution EMC, c'est qu'on a pu reprendre ces 770 millions d'objets en environ 6 mois.
Donc ça a été vraiment l'élément essentiel pour nous, c'était de ne pas perdre de données, bien sûr, par rapport aux anciens systèmes. Alors le futur, qu'est-ce qu'il est ? Globalement, on a un nouvel outil qui est complètement séparé du besoin des radiologues, donc ils peuvent choisir n'importe quel autre système, ça c'est vraiment performant, et on va pouvoir adapter et recevoir des données venant d'ailleurs. Donc là, effectivement, la première chose en cours, c'est en cours, le PACS des radiologues est en remplacement, donc on est en train de changer d'outil métier en s'appuyant sur la VNA. Demain, qu'est-ce qu'on veut ? C'est attirer d'autres fournisseurs massifs d'objets, les cardiologues, l'anatomopathologie, les chirurgiens, les gastro-entérologues, au sein même de l'hôpital. Et demain, on a une vision plus étendue, c'est de rapprocher aussi, tout autour de la région, éventuellement de pouvoir stocker des données pour les autres établissements, tout simplement parce que les patients, aujourd'hui, changent d'établissement régulièrement. Donc il est important de pouvoir rapprocher à un moment donné l'ensemble des données d'un patient dans un seul puits de stockage, même s'il n'est pas physiquement unique, au moins d'avoir des liens capables d'aller échanger des informations entre structures hospitalières pour mieux soigner le patient, puisque si on veut prédire, on veut mieux adapter le traitement, il faut bien sûr avoir un maximum de données le concernant. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rapide ni trop compliqué, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci pour ces deux interventions. Moi, j'ai retenu des mots forts comme rationalisation, conduite du changement. Ça ressortait de vos deux interventions, échange d'informations, capacité aussi de stockage importante au niveau des données. Donc voilà, des mots importants dans ce type de projet de dématérialisation. Maintenant, j'imagine que vous avez aussi des questions. Donc voilà, nous sommes prêts à les entendre et à vous apporter les éléments de réponse. Bonjour, Jean-François David, je suis intéressé par la conduite de la dématérialisation dans l'expertise de justice. Et si je vous pose ma question, c'est pour Frédéric Lefebvre et Jérôme Lefebvre qui ont parlé de la conduite du changement. En termes de délai et en termes de coût, ça représente combien dans le projet ? Et les résultats en termes d'appropriation, c'est quoi ? Et les échecs rencontrés, si jamais il y en avait eu dans certaines catégories de personnel ou de processus, c'est quoi aussi ? Merci. Alors, pour me réapproprier votre question, en fait, c'est quels sont les freins quand on déploie au niveau humain une solution de dématérialisation. Alors, il y a deux éléments. Déjà, il y a une première chose, c'est qu'on n'arrive pas à définir aujourd'hui un profil de collaborateur où on se dit c'est un profil qui va potentiellement être plus compliqué à convertir à la dématérialisation. C'est-à-dire toutes les idées reçues de l'âge, la formation ou ce genre d'éléments, on les oublie tout de suite. Il n'y en a pas. Je ne peux pas vous en donner, ça fait, comme diraient certains, ça fait 10 ans que j'en vends, j'arrive toujours pas à savoir lequel va être le bon élève du mauvais élève. Alors on les détecte petit à petit, mais dans les phases de formation et d'implémentation. En revanche, il y a une chose importante, quand on parle de formation, moi ce que je conseille toujours, c'est de faire quelque chose qui est découpé en deux phases. La première, donc je recueille les besoins, je remets encore une fois le principe de paramétrage des outils, c'est-à-dire que l'outil doit se plier à l'existant. Alors là aussi, en général, tout le monde me dit « Bon, bah c'est le moment où jamais on va tout remettre par terre. Faites surtout pas ça, on s'en sort jamais. » Mais véridique, hein, pour ceux qui ont essayé, très bien, c'est un projet qui prend 3 mois, 6 mois de plus. On cale l'existant. Et puis, quand on va transférer l'organisation existante ou les processus existants, ben on va s'apercevoir que potentiellement, petit à petit, on peut avoir des gains de traitement dans le temps. On peut isoler des personnes ou des services qui, dans leur processus de gestion, par exemple, font 2 fois la même tâche ou font des copier-coller dans l'outil qui génèrent des fois 10 ou 15% de consommation de temps supplémentaire. On ne va pas les toucher, on va essayer de les isoler, on va faire vivre le projet et on va laisser passer 3 mois, 4 mois pour faire une deuxième session de formation où on reprend le personnel, en clair, les collaborateurs, et on refait le tour, puisqu'on sait pertinemment que sur la première phase, y a des gens qui ont écouté, il y a des gens qui ont suivi, pas suivi, et on va reprendre ça d'une deuxième manière. Ça, c'est sur la première année, et puis on aime bien tous arriver en disant « ça y est, le projet est terminé », c'est pas vrai. Il faut revenir encore l'année suivante et reconsommer un petit peu de temps en disant « on reprend les équipes », et là, on peut potentiellement changer
des éléments dans le process qui, globalement, consomment du temps. Mais parce que là, en général, on a l'adhésion des utilisateurs. Et c'est là les utilisateurs vont devenir force de proposition. Un autre élément, à mon sens, qui est important quand on mène ce type de projet-là, si le projet est important, on va se retrouver avec des gens qui vont dire « bon, je mets un chef de projet, puis alors il va venir de l'informatique, il va venir du service. » Alors tout ça, c'est très bien. Il faut impérativement valoriser des collaborateurs qui sont dans le métier et les intégrer tout de suite parce que c'est eux qui doivent adhérer à l'outil. S'ils n'adhèrent pas, ça ne marchera pas. Donc, et la pression ne vient pas du haut. On doit faire adhérer l'utilisateur par en bas. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Alors, l'avis de 10 ans d'expérience, globalement, je suis absolument d'accord avec mon homonyme de nouveau, c'est des équipes multidisciplinaires. Il ne faut pas s'appuyer sur quelqu'un qui a le savoir dans l'IT. Il faut avoir, et là, la preuve, c'est que je suis, moi, médecin radiologue. Donc, on a géré l'aide au changement parce qu'on était des équipes multidisciplinaires. Et quand on a changé de PAC, c'était un vrai changement de l'analogique au numérique. On avait fait un team, un directeur, un IT, un médecin. Et c'est à chaque fois ces échanges. Autre élément, on a choisi la même méthode, c'est-à-dire qu'on a choisi des champions. C'est-à-dire que dans l'établissement, on a vu les gens qui avaient intérêt à utiliser le système en premier. Et on en a fait des leaders. Ces leaders-là ont finalement fait la publicité du système. Donc c'est eux qui ont été les moteurs dans l'établissement. Et deuxièmement, on n'a pas fait attention trop aux freinateurs. On les a laissés de côté et ils ont adhéré tout simplement parce qu'ils avaient un avantage compétitif à adhérer au système. Donc il y a un moment ou un autre, c'est quel est l'intérêt de l'utilisateur d'appréhender le nouvel outil. Si la réponse, il y a un intérêt pour lui, il viendra tout seul. Même s'il ne veut pas, mais il n'a pas envie, il viendra. Merci beaucoup. Une autre question ? Pas d'autres questions ? Bah écoutez, il est 10h15 exactement, donc nous sommes parfaitement dans les horaires. Donc je vous remercie beaucoup pour la qualité de votre écoute et nous remercions nos intervenants. Merci.